6ème choix maintenant, Robin. Qui as-tu pris? Alors, pour moi, c'est à partir de ce choix-là où ça devient plus compliqué. Les 5 premiers étaient relativement évidents. Maintenant, c'est des joueurs qui sont peut-être un cran en dessous, pas au niveau de talent, mais au niveau de à quel point ils sont avancés dans leur carrière et à quel point ils ont déjà accompli certaines choses. Ouais. En 6ème, je me suis finalement tourné vers Koubarsi. Ok. J'ai mis Koubarsi 6ème. Pour la simple et bonne raison, c'est un peu le même argumentaire que pour Yamal, mais à un niveau plus bas. Dans le sens où il est extrêmement jeune, 18 ans. Le gars a déjà un niveau de performance exceptionnel. Pour un défenseur central, en fait c'est surtout parce qu'il est défenseur central, j'ai envie de dire. Mais c'est le seul Ouais, c'est ça. de cette génération-là qui vraiment se démarque en tant que défenseur central. On voit les défenseurs centraux, souvent ils arrivent au top niveau beaucoup plus tard que les ailiers ou les milieux de terrain. On voit un Van Dijk, il a pété à Liverpool, il avait déjà 27 ans, 28 ans. Pareil, des joueurs comme Upamecano maintenant par exemple au Bayern, c'est un joueur qui était fort jeune à Leipzig, mais où il a vraiment arrivé au top niveau, Ligue des Champions, etc. Il est arrivé tard. Rudiger, voilà, il a 30 ans maintenant, passé 30 ans. Donc voilà, et c'est ça qui est choquant avec Koubarsi, c'est que le gars n'a même pas 20 ans. Ouais. Et il est déjà au niveau de ces défenseurs-là en termes d'intelligence de jeu, ce qu'on le voit faire au Barça depuis le début de saison, notamment l'intelligence avec le fameux piège du hors-jeu qu'ils avaient, qui marche un peu moins maintenant, mais voilà. Il joue avec Inigo Martinez aussi, je pense que ça aide. Ouais. D'avoir vraiment un vieux roublard à ses côtés comme ça, probablement. Ça aide. Donc c'est pour ça que je me dis, je vois, et aussi la qualité de relance. Il est exceptionnel à la relance, et ça j'ai envie de dire que ça place son plafond très très élevé, sachant que en fait le prime d'un défenseur central, il arrive proche des 30 ans, ça veut dire qu'il a encore 10 ans de marge de progression, alors qu'il est déjà au niveau Ligue des Champions. Donc à partir de ce moment-là, je me dis, Pau Koubarsi, où est son plafond de nouveau? Il n'a pas l'air d'être embêté par les blessures, il est déjà très très fort physiquement pour un gars de 18 ans, donc quel gars de 18 ans est bâti comme lui, il arrive à résister aux attaquants comme ça. C'est un peu la même réflexion que pour Yamal. Où est-ce qu'il s'arrêtera? Où est son plafond de verre en fait? Il y a cette question-là, et puis il a aussi un avenir tout tracé avec l'équipe d'Espagne. Le même argumentaire qu'on disait pour Pedri et Yamal, c'est ça. Il n'est pas encore forcément titulaire dans cette défense. Ça le deviendra. Ça le deviendra, très, très probablement. Moi je l'ai mis 9ème. Ok. Il était dans mon top 10, mais je l'ai mis 9ème, tout simplement parce que, étant donné qu'on va évaluer la carrière, si on parle vraiment de la carrière, quel défenseur central fera la meilleure carrière? Moi je te dis Pau Koubarsi, de cette tranche d'âge-là. Maintenant, on sait que c'est pas le poste qui est le plus valorisé quand on parle de récompense, et on peut dire donc en ce sens-là qu'il aura certainement pas de grosses récompenses individuelles dans sa carrière. C'est vrai. Il y a eu des très grands défenseurs, Sergio Ramos n'a jamais touché un ballon d'or. Il n'était pas dans la bonne période non plus. Non, c'est vrai qu'il n'était pas dans la bonne. Ouais, mais bon, lui il tombe dans la période d'autres, peut-être. On verra. D'autres, on verra peut-être. Mais voilà. Tout ça pour dire que Pau Koubarsi, comme tu dis, c'est vraiment le défenseur qui se démarque vis-à-vis des autres dans cette jeune génération. À son âge, je ne saurais même pas t'en citer un autre qui discute avec lui. C'est pour ça, à son âge, il n'y a aucun même défenseur central qui est vraiment, où on peut dire, ouais, lui il est même bon. À 18 ans, ça n'existe pas en fait. Il n'y a pas de défenseur central où on se dit, allez, il y a peut-être Lenny Euro à Manchester United, où on se dit 19 ans, lui il est déjà fort, mais c'est tellement rare des défenseurs centraux comme ça. Après, Lenny Euro, il a été blessé toute la première partie de saison avec Manchester, on n'a pas encore vu dans un gros club. Ce qui est très impressionnant avec Pau Koubarsi aussi, c'est que comme tu le dis, un défenseur central de 18 ans qui s'impose au Barça, il y en a d'autres, hein. Moi je pense à William Saliba par exemple. Il a réussi à s'imposer à Arsenal maintenant, mais il a 23 ans. Avant de s'imposer comme ça, il a dû faire des prêts, bien sûr, comme celui à l'Olympique de Marseille par exemple, pour devenir ce défenseur solide et fiable qu'il est aujourd'hui. Pau Koubarsi n'a même pas eu besoin de ça. Mais par contre, comme je l'ai dit, moi je pense que aussi ce qu'il aide, c'est d'être bien accompagné par Inigo Martinez. Ou par Romano. Et même sur la ligne défensive, il a Koundé aussi. Ouais, je pense qu'il est vraiment bien entouré. Je pense que le projet de jeu du Barça, dans tous les cas, va profiter à tous les joueurs qui y sont maintenant. Ils ont l'air d'avoir retrouvé cette ligne directrice en sortant des joueurs de la Masia, etc. Donc je pense que les Lamine Yamal, Pedri, Pau Koubarsi, même d'autres, Hector Fort, Gavi, sur la ligne défensive. Oui, même les Gavi, les Casado, tous ces joueurs-là vont pouvoir évoluer sainement, je dirais, au Barça. Et du coup, je vois Pau Koubarsi faire une très très grande carrière. C'est pour ça que qu'il est 6ème du coup de notre top. Place au 7ème.
Et je suis surpris que tu ne l'aies pas mis plus haut, parce que moi je l'ai mis 6ème, parce qu'il concluait un peu ce top 6 que je trouve qui se détache du reste. Ouais. C'est Cole Palmer. Ok. Tout simplement parce que c'est un peu dans la même vibe justement que les joueurs qu'on a cités avant. Numéro 10 qui a une certaine hype déjà tout simplement, de par ses qualités exceptionnelles. Cole Palmer c'est un délice balle au pied. Il rappelle un peu les anciens numéro 10, comme on a déjà pu le voir, capable de faire la différence par du dribble, très bonne qualité de frappe, de finition, sang-froid et très bonne qualité de passe. Différence avec certains numéros 10 de notre génération. Maintenant, là, je dirais la réserve que j'ai, c'est qu'il joue à Chelsea. Et que Chelsea, si je te demande, Robin, est-ce que tu mets Chelsea dans ton top 10 des équipes à l'heure actuelle au Pas niveau européen, pas forcément. Je pense que pas grand monde les mettrait dedans. Ouais. Donc rien que ça l'écarte du débat d'un ballon d'or par exemple. Et pour le moment, il joue la Conference League par exemple. Avec Chelsea, ça va être difficile d'aller chercher un top 4 même. Cette saison, peut-être qu'ils y parviendront. Mais voilà, Cole Palmer, je pense que si on parle de niveau pur, c'est du niveau justement un peu de ceux qu'on a cités dans notre top 5. Talent indéniable. Il joue avec l'Angleterre, il n'a pas joué l'Euro, malheureusement. On aurait beaucoup aimé voir ce que ça donne. Il rentre en finale, il marque d'ailleurs. Petit signe pour Southgate. Ouais. On espère que Tourelle aura compris la leçon. Mais voilà, avoir ses choix de carrière, le problème c'est que Chelsea, ça a l'air d'être un peu la pierre angulaire du projet de Chelsea. Je le vois pas partir de sitôt. Il a un contrat jusqu'à passer 2031, c'est juste. Donc voilà, je pense qu'il va falloir faire le grand saut, ou alors il va falloir que Chelsea retrouve son tout meilleur niveau d'il y a quelques années. Ce qui est possible. Ce qui est possible vu les jeunes qu'ils ont, mais quand même la concurrence est rude. Je sais pas. Ça a l'air de partir dans la bonne direction. Ouais. Si on compare de où ils étaient il y a 2 ans et maintenant, Chelsea a l'air d'aller bien mieux. Après, c'était un peu la même réserve que j'avais par rapport à Wirtz, dans le sens où Wirtz n'avait pas encore prouvé au plus haut niveau, dans les plus hautes sphères du football mondial. Cole Palmer, c'est un peu la même chose, c'est dans le sens où il est très très fort. Il a eu des matchs références, mais c'était entre guillemets que en première ligue. Contre City par exemple. Ouais, mais la première ligue, c'est quand même autre chose. Bien sûr, mais par exemple en Ligue des Champions, il n'a pas encore pu disputer la Ligue des Champions. C'est vrai qu'il n'a pas joué. Il n'a pas joué la Ligue des Champions. Peut-être avec City. Je sais pas s'il ouais, alors il a peut-être eu quelques. Mais voilà, c'était pas le joueur, à ce moment-là, c'était vraiment un prospect quoi. Donc ouais, c'est un peu cette réserve-là. Il a pas non plus joué avec l'Angleterre, comme tu l'as dit. Donc en fait, il a aucun match référence pour l'instant au plus haut, enfin dans les plus grandes compétitions qui comptent si on veut gagner le Ballon d'Or, etc. Au niveau du talent et ce qu'il montre jusqu'à maintenant, pas de souci. Il marque, il assiste. Il est très fort. deuxième au niveau des contributions offensives en première ligue. D'ailleurs, il y a juste Mohamed Salah qui fait mieux. Donc oui, Cole Palmer, pourquoi pas, mais j'attends de voir. C'est pour ça que je l'ai mis. Je l'ai mis 7ème du coup. Ok, ouais. 7ème, donc il est maintenant. Pour l'instant, mon classement est totalement respecté. Magnifique. Il est 7ème, je l'avais mis 7ème. Donc voilà, c'est pour moi Cole Palmer, oui. Mais on attend de voir pour des matchs références en Ligue des Champions, en Coupe du Monde, en Euro. Voilà. On s'approche de la fin de ce top, les amis. 8ème position, 8ème pick, c'est moi qui ai l'honneur de le choisir. Et j'ai mis Ryan Gravenberch. 8ème position, pour plusieurs raisons. Il est très jeune encore, forcément, il a une marge de progression énorme. Et étant donné qu'il a une qualité technique supérieure à la moyenne et qu'il ne dépend pas trop. C'est une de ses qualités, mais il ne dépend pas uniquement de ses qualités physiques. Je le vois un plafond aussi très très élevé. Là où je me dis qu'il a vraiment explosé, parce qu'on n'aurait jamais parlé de lui, ne serait-ce qu'il y a 6 mois, il a vraiment explosé. Il s'est imposé à Liverpool dans la meilleure équipe du monde actuellement, avec le Barça. Donc ça, c'est quand même une marque de puissance de ce joueur. Tout autant qu'en fait, il est maintenant... il est dans les meilleurs milieux de Première Ligue et de Ligue des Champions. C'est vraiment la pierre angulaire du projet de jeu d'Arne Slot, comme on a pu l'analyser dans notre précédente vidéo. Le gars a vraiment explosé en 6 mois. Et ça, pour moi, c'est la preuve d'une qualité pure et vraiment très 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 forte. Que dire d'autre sur Gravenberch, à part que c'est vraiment un top joueur. Gravenberch, je l'avais mis 7ème, donc là il est 8ème dans notre top, ça me va très bien. Je vais te dire, pour moi, ce qui m'impressionne aussi chez Ryan Gravenberch, c'est tout simplement que c'est un joueur extrêmement polyvalent et aux multiples facettes. Parce que quand il arrive au Bayern Munich en provenance de l'Ajax Amsterdam, on parle de lui comme un milieu à vocation plutôt offensive, avec des qualités justement d'élimination. On nous le présente comme un 8 voire 10. Et à Liverpool, c'est pas du tout comme ça qu'il s'est imposé finalement. Jürgen Klopp l'utilisait déjà plus comme ça quand il l'utilisait, c'est-à-dire pour des matchs de coupe, sinon Ryan Gravenberch était sur le banc.
Avec Arne Slot, c'est devenu le premier nom qu'on coche au milieu de terrain, et en tant que numéro 6. Ça veut dire qu'il a su faire l'étalage de ses qualités physiques, notamment très grand, grande envergure, Gravenberch, volume de jeu impressionnant, ce qui en fait vraiment un 6 très très fiable, il n'y a rien à dire. Gravenberch, il a su se réinventer presque, à seulement 21 ans il me semble. Exact. Donc ouais, c'était moi quand même d'une grande maturité à ce niveau-là. Petit bémol, peut-être, que je mets, c'est au niveau du tempérament, où j'ai l'impression que c'est un joueur qui peut s'agacer très rapidement. Ok. Je vais expliquer pourquoi. Tu parles de son expérience au Bayern Munich. Voilà, en tant que fan du Bayern Munich, moi c'est un joueur que j'attendais, parce que je l'avais déjà un peu suivi du côté de l'Ajax, et que j'avais vu vraiment qu'il avait de grandes qualités pour son âge. Mais en fait, dès que ça s'est mal passé au Bayern, il s'est très vite plaint. Il a très vite fait des interviews, ça n'a pas vraiment pris dans le vestiaire, raison pour laquelle il est parti au bout d'1 an seulement. Et même sous Jürgen Klopp, j'ai l'impression que vite on le sentait agacé. J'ai pas vu Gravenberch avoir une relation avec Klopp comme certains autres joueurs pouvaient l'avoir. Il a eu le mérite d'attendre cette fois, d'avoir un entraîneur néerlandais, coïncidence ou pas, à vous d'en juger. Mais voilà, je pense que Gravenberch est bien installé maintenant, il est dans un projet de jeu très solide. Liverpool, voilà, actuellement certainement la meilleure équipe du monde, comme on l'a dit dans nos précédentes vidéos, mais qui a de l'avenir, des jeunes joueurs. Il joue pour les Pays-Bas. C'est une petite réserve également. Les Pays-Bas, c'est une bonne équipe. Après, c'est pas de tout premier plan sur les dernières années, quoi. Ils vont faire des bonnes perfs, on sait qu'ils vont faire des quarts de finale, peut-être demi. Comme à l'Euro, ouais. Mais c'est quand même un cran en dessous des tops équipes, comme le sont l'Allemagne ou l'Espagne, par exemple. Ouais. Donc à ce niveau-là, ça va être peut-être difficile d'aller chercher des trophées internationaux pour Ryan Gravenberch. Mais voilà, en tant que dans ce profil de milieu de terrain, à ce stage-là, j'en vois pas vraiment de supérieur, que ce soit au niveau du niveau actuel ou du niveau auquel il peut prétendre. 9ème position, les amis, également un milieu de terrain, que j'avais mis 8ème personnellement. Il joue au Paris Saint-Germain. Ok. C'est vraiment la jeunesse qui incarne la jeunesse du milieu de ce PSG. C'est João Neves. João Neves qui nous a pondu un match extraordinaire au moment où on s'enregistre hier soir. On est vraiment dans l'actualité. Contre Manchester City, c'était le moment d'en parler. Je prévoyais d'en parler avant ce match-là, mais force est de constater qu'il nous a donné raison d'en parler. Ah, João Neves, quelle qualité! C'est vraiment ce milieu qui n'a pas des qualités physiques, à l'inverse d'un Gravenberch impressionnante. Il est petit, mais pourtant... il prend tous les ballons de la tête, j'ai l'impression. Qualité de distribution fantastique, avec ses compères Vitinha, souvent Fabian Ruiz aussi, même Désiré Doué, on voit que la connexion est là. Et il s'apparente un peu même à une espèce de pieuvre, j'ai envie de dire, sur le terrain. Il est partout, João Neves, à la récupération, pour les passes qui cassent les lignes. Il est tout jeune aussi, João Neves, marge de progression intéressante. Je pense que Paris, et on fait bien de le souligner parce que ça n'a pas toujours été le cas, mais avec ce type de joueur, c'est orienté vers un projet qui pour moi va les mener peut-être là où ils attendent. Oui, c'est bien possible, c'est bien possible. Et ce qui est impressionnant avec João Neves, c'est que déjà il joue avec son compère Vitinha au milieu de terrain, donc ça déjà ils ont une paire de 6-8 déjà très impressionnante. Mais João Neves vraiment, ce qui est impressionnant, c'est qu'il est bon dans tous les registres. Là où on a parlé de Gravenberch, qui était plus un milieu offensif à la base, qui s'est reconverti en position défensive. On a parlé d'un Pedri qui est beaucoup plus fort à la construction, mais qui a un peu moins d'activité défensive par exemple. João Neves, il est top des joueurs dans tous les domaines. Défensivement, il interception, tacle, il est au top. En termes d'assists, je ne sais pas si tu te souviens, mais il avait 6 assists après quelques matchs de Ligue 1 en début de saison. Il apporte aussi offensivement, il a une bonne finition, il marque de la tête contre City par exemple. T'as l'impression que dans son jeu, il n'y a aucun point faible en fait. Ouais, c'est ça. Il est vraiment bon partout. C'est ça qui est assez impressionnant. Et là où on attendait peut-être par exemple à Paris un Warren Zaïre-Emery, ça va être compliqué pour lui maintenant, parce que peut-être, sauf s'il se fait une place au côté, mais c'est un peu le même profil. Oui. Et pour moi, João Neves c'est supérieur. Si on parle maintenant de la carrière, moi je vais rajouter l'aspect mental aussi. Ça a l'air d'être déjà un bon leader, je trouve. Oui. Très motivé à chaque fois, à haranguer un peu ses coéquipiers. Moi je trouve qu'on dirait déjà un joueur un peu à l'ancienne, tu sais, dans ce milieu de terrain. Il est exemplaire en fait, c'est ça que tu veux dire. Il est exemplaire et ça c'est un truc qui plaît beaucoup déjà aux supporters, ce qui permet de se faire une place plus facilement au sein d'un club. Être un leader comme ça à 20 ans, le gars court partout et ça en fait ça entraîne l'équipe avec lui aussi.
Donc ouais, il n'y a pas vraiment de faiblesse dans son jeu. Maintenant, la question, c'est de savoir jusqu'à où est-ce qu'il peut évoluer et jusqu'à où il peut devenir l'un des meilleurs milieux de terrain du monde dans la discussion avec les Bellingham, qui est dans un registre plus offensif, mais avec un Pedri, etc. J'ai l'impression qu'il rentre gentiment dans cette catégorie-là. On commence à le mettre un peu dans le débat, mais il faut voir jusqu'à où est-ce qu'il n'aura pas un trou d'air à un moment donné également. Et le Portugal. On Ouais. voit le projet de jeu du Portugal qui, à la manière de beaucoup d'équipes en cette année 2024, a aligné un 11 tout simplement, enfin l'année passée du coup, on est en 2025 c'est vrai, a aligné un 11 tout simplement exceptionnel sur le papier le Portugal, mais force est de constater que collectivement c'était pas ça. Pourtant voilà, comme tu dis, il joue avec son compère Vitinha, il joue avec des Bruno Fernandes, beaucoup de joueurs du Portugal voilà, qui ont des qualités qui pourraient coller avec celles de João Neves, que comme tu as dit, je pense que de toute façon lui il peut jouer partout. Ouais. Donc voilà, le Portugal, à voir ce que ça peut donner sur les prochaines années. S'ils vont chercher un bon coach, peut-être que ça pourra le faire. Ouais. Je pense que voilà, il va falloir aussi se défaire peut-être de certains leaders d'antan. Ouais. De Cristiano Ronaldo, oui, peut-être. De Pepe aussi, il y a des vieilles branches comme ça. Pepe, pourtant, ils ça en ont fait. des jeunes. Hein. Ils en ont des jeunes. Ouais, ouais, mais je pense à ça justement. Pepe, quand jouait l'Euro, a passé 40 ans. Voilà. João Neves, milieu exemplaire. Je voulais rajouter un dernier truc, c'est qu'il parle français aussi. Oui. C'est pas le cas de tout le monde. Que tu parlais d'exemplarité, pour moi c'est ça. Pour se faire accepter dans un vestiaire, on voit la volonté de vraiment s'intégrer aussi. C'est un très bon indicateur. Dans le vestiaire du Paris Saint-Germain. Voilà. João Neves, top milieu, sur en dehors du terrain, méritait sa place dans son top 10. Donc, c'est l'heure du dernier, le 10e pick. Et là, il y avait de quoi faire. On pouvait mettre, il y en avait à l'appel des joueurs, on pouvait en mettre plein. Finalement, j'ai décidé de mettre, et ça va te surprendre, j'ai mis un 10e, je me prépare. Bradley Barcola. Oh, ça y est. J'ai mis Bradley Barcola. Okay. Pas du tout pour son match contre City, hier non plus. C'est un joueur qui, à chaque fois que je l'ai vu jouer, surtout avec l'équipe de France à l'Euro, j'ai vu en lui une qualité de dribble que j'avais rarement vu chez un joueur. Honnêtement, une qualité comme ça à faire peur à un latéral et à pouvoir l'éliminer à chaque fois ou presque. Franchement, le dernier joueur que j'ai vu autant impressionnant, c'est Kingsley Coman dans ses meilleures années au Bayern. Ouais. À chaque fois, il pouvait passer, et j'ai l'impression que c'est le cas de Bradley Barcola aujourd'hui, ce qui fait que je lui vois un plafond très très élevé, parce qu'on parlait de la qualité technique qui est un acquis. Bradley Barcola, techniquement, c'est très fort et il n'y a pas grand chose à dire. En revanche, il faut qu'il s'améliore, faut qu'il soit plus constant déjà. C'est un peu ce qui lui est reproché cette saison au PSG. Il faut qu'il plante plus, il faut qu'il soit plus décisif. Mais je me dis, un joueur de 19-20 ans, il a une marge de progression énorme. Et je le vois aller très très haut, Bradley Barcola. Tu m'as pas tant choqué que ça, parce que je l'avais mis, il était aux portes du top 10. Je l'ai pas mis dans le top 10, mais il était aux portes. Ouais, Bradley Barcola, comme tu dis, je pense que, je sais pas si vous avez vu aussi les compiles où il joue, c'était pendant l'Euro 2024, ils avaient joué un match contre une équipe de jeu allemande, je crois, pour s'entraîner, l'équipe de France. Oui. Ce qui fait Bradley Barcola, j'ai rarement vu un joueur de foot faire ça. Moi, il me ferait presque plus penser à un Raphaël Leao, parfois. Parce qu'il a ce profil, à l'inverse d'un Kingsley Coman qui est très explosif, lui, il est grand en plus. Long canne, voilà, c'est plutôt foulé rapide dans la profondeur, et comme tu dis, au niveau de la qualité de dribble, Bradley Barcola, c'est quelque chose. Hein. Maintenant, voilà, il y a la finition, il était le meilleur buteur de Ligue 1 au début de l'année, puis trou d'air, on lui ramène Richard Kvaratskhelia maintenant dans les pieds, il va falloir aussi un peu voir comment ça va se passer à ce niveau-là. En équipe de France, c'est un peu la même chose, c'est qu'il joue à gauche, mais à gauche... Il y a Kylian. Ouais, ça c'est toute la question. C'est toute la question, c'est est-ce que Bradley Barcola va réussir à aller s'imposer sur le côté gauche de l'équipe de France? Moi je pense qu'il en a les capacités, il a le niveau pour. Maintenant ça va dépendre des choix de Didier Deschamps, puis par la suite on verra de qui. Si Kylian Mbappé est prévu pour jouer à gauche, Bradley Barcola ne jouera pas. Et pour moi c'est... Ou il peut jouer à droite également. Hein. À Lyon il jouait très souvent à droite. À droite, je vois plus un Ousmane Dembélé, voire un Michael Olise. Oui, alors oui, complètement. Mais dans le cas où la France a besoin, par exemple, d'un numéro 10, Olise peut être placé, et Dembélé, on sait qu'il ne lui reste pas 10 ans en équipe de France. Non, c'est vrai. Donc pourquoi? Alors, peut-être qu'il devra patienter quelques années, hein, ça je dis pas le contraire, mais Barcola a sûrement le moyen de s'imposer, quel que soit le poste dans cette équipe de France. Après, le problème, comme tu l'as dit, c'est aussi
où va le Paris Saint-Germain. J'ai l'impression qu'il est parti pour y être pendant un bon moment. J'ai l'impression que c'est pas le centre du projet, mais c'est un jeune que les supporters aiment bien quand même. Oui. C'est un Français. Il est très aimé en France. Voilà. Et le PSG a l'air d'être parti dans la bonne direction avec Luis Enrique. J'ai l'impression qu'ils ont quand même compris maintenant qu'il fallait donner du temps à un coach, qu'il fallait qu'un projet de jeu s'installe, que ça servait à rien d'acheter des stars et que c'était pas comme sur FIFA où on pouvait acheter n'importe qui et que ça allait marcher. En revanche, est-ce que Luis Enrique était le bon choix? Est-ce que le projet de jeu va tenir à long terme? Est-ce que ça va permettre à Bradley Barcola d'exploser au plus haut niveau? Ça, c'est des questions... forcément, quand on joue au PSG, on est dans un club instable ces dernières années, il faut le dire. Et j'ai pas le souvenir d'un joueur du PSG qui ait pu prétendre au Ballon d'Or à cause de l'environnement, si ce n'est Kylian Mbappé lorsqu'il prend la Coupe du Monde en 2018. Mais même, il n'était pas trop dans le débat. Coupe du Monde 2022, il était à Paris, mais c'est un peu une anomalie Mbappé, c'est parce qu'individuellement il était tellement fort qu'il était dans le débat, mais il faut qu'il y ait un PSG cohérent qui fonctionne collectivement pour que Barcola puisse s'exprimer à son meilleur niveau. Oui, tout à fait. Et comme tu dis, moi je pense qu'ils sont sur la bonne voie. Après, à voir justement la place qui va se faire, parce que Bradley Barcola n'a pas intérêt à se reposer sur ses lauriers, parce que comme je l'ai dit précédemment, ils ont ramené le Géorgien Kvaratskhelia à gauche, son poste de prédilection. Est-ce que ça veut dire que Luis Enrique va faire passer Bradley Barcola dans un poste qui n'est pas son poste de prédilection, à savoir son espèce de numéro 9? Je sais pas, moi j'ai des doutes là-dessus. En fait, le problème c'est que Barcola, comme tu dis, doté de qualités exceptionnelles, mais va devoir prouver très vite, parce que pour moi finalement il a des concurrents de premier plan à son poste aujourd'hui, que ce soit en club ou en sélection, et s'il veut pas se retrouver à être justement ce prospect qui ne va jamais relever les attentes, soit il va falloir s'imposer tout de suite, soit il va falloir aller s'engager dans un autre projet sportif. Ça c'est aussi une possibilité. Mais Bradley Barcola, comme tu lui dis, beaucoup de qualité, il incarne une nouvelle, un peu ce nouveau PSG quand même, cette nouvelle équipe de France qu'on a envie de voir. Et il a tout pour bien faire, donc je te suis, Bradley Barcola, vas-y, top 10, ça s'entend. Voilà les amis, on a constitué notre top 10, j'espère qu'il vous plaît. On va parler gentiment de quelques mentions honorables dont on voulait parler. Vraiment à l'appel comme ça. Là, dans mes notes, j'avais Nuno Mendes, mais également très fort, disons le niveau actuel très très fort, il a un plafond élevé. Mais ma réserve c'était les blessures, assez logiquement. Il en allait de même pour Baldé, Alejandro Baldé, que j'avais également dans mes mentions honorables, mais voilà, il est souvent sujet à blessures et peut-être des manques défensifs à voir par moment. Voilà, donc Baldé, je sais pas, voilà, je le voyais pas rentrer dans le top 10. J'avais bien entendu Alexander Pavlovic du Bayern, mais j'attends encore des performances au top niveau. Demi-finale de Ligue des Champions, également avec l'Allemagne, qui puisse prendre un peu en bouteille, mais également un prospect pour les 10 prochaines années, ça c'est clair. Et j'avais encore deux joueurs, il y avait Bino Gittens de Dortmund, mais lui c'est un peu le même problème que Pavlovic, il est très fort mais il a pété que ces 6 derniers mois, et j'attends encore des performances au top niveau en Ligue des Champions. Et le dernier joueur que j'avais c'est Camavinga, que je vois très bon, mais trop inconstant. Il fait souvent des erreurs qui coûtent des buts au Real. Il fait un top match et le match d'après c'est vraiment moins bon. Il n'est pas titulaire indiscutable au Real. Et pourtant ça fait des années qu'on en parle, donc je me dis que s'il avait vraiment un niveau pour s'imposer comme les meilleurs milieux de terrain du monde, Camavinga aurait pu rentrer dans le top 10, mais on l'aurait déjà vu, disons, s'il avait dû s'imposer. J'ai l'impression que son plafond est un peu plus bas que celui des autres. Entre les blessures et la concurrence, c'est compliqué pour Camavinga. C'est clair. Puis en équipe de France, c'est la même chose. Il n'est pas proche de s'imposer vu la concurrence au milieu de terrain en équipe de France. On sait qu'il n'est pas le choix de Didier Deschamps pour le moment. Il y a d'autres profils qui passent avant, de par le système que l'équipe de France joue. Donc, pour moi, ça paraît un peu bloqué pour Camavinga, mais comme tu dis, sur le niveau pur. D'ailleurs, je suis choqué d'apprendre qu'il a qu'il a moins de 23 ans, pardon. Il est là depuis longtemps. Il a 22 ans. Mais c'est vrai que quand il a pété à Rennes, il avait 16 ans, j'avais oublié ce détail. J'ai aussi quelques mentions honorables comme ça, que je vais vous citer un peu pêle-mêle pour continuer sur ce que tu avais dit sur Alejandro Baldé. Moi je le mets un peu de perse, c'est Casado. Parce que lié au destin du Barça et de l'Aurora sur le point du plan de jeu, Casado, numéro 6, déjà très très mature, j'ai l'impression pour son jeune âge. Qui va avec tous ces jeunes de la Masia qui pourront certainement aller gratter beaucoup de trophées si le projet collectif fonctionne.
aussi justement un Espagnol, Nico Williams, voilà, donc j'ai adoré l'Euro 2024, vraiment pour moi Nico Williams m'a surpris, mais ébahi quoi. C'est-à-dire que j'ai rarement vu un ailier autant dominer son latéral, il me faisait un peu penser à Vinicius des fois parfois sur cet Euro. Maintenant, voilà, petite baisse de régime, on sait qu'il a décidé de rester à l'Atlético Bilbao, pour moi c'était pas forcément le meilleur choix. C'est un joueur qui est pas très constant dans ses performances, donc ça va pas mal dépendre de ça. Peut-être qu'il s'y trouve un projet sportif dans lequel il pourra s'épanouir, il fera une bonne carrière, moi je le mets quand même là-dedans. J'ai mis Xavi Simons, ouais, j'ai hésité aussi. qui voilà, sur le niveau est aussi un de ces top numéro 10 de cette génération. Polyvalent, il peut aussi jouer sur les côtés. Maintenant, voilà, à Leipzig, il est confortable depuis la saison dernière, il score beaucoup. Il va falloir quand même aller chercher le haut niveau, voilà, c'est ce qu'on a déjà pas mal dit dans cette vidéo, c'est que Xavi Simons n'a pas de gros matchs de référence pour le moment. Avec les Pays-Bas, que ce soit avec les Pays-Bas ou Leipzig, il n'a pas joué de top match encore. Donc on attend de voir pour la suite. On sait qu'il est prêté par le Paris Saint-Germain. Il n'a pas l'air chaud de revenir, donc il faudra peut-être trouver un autre projet. J'ai encore envie de parler de deux ailiers de première ligue très rapidement, Jérémy Doku et Amad Diallo. Tout simplement parce que c'est des ailiers très percutants qui, voilà, sur un jour peuvent être exceptionnels. Amad Diallo s'est fait tout récemment l'auteur d'un triplé. Performance aussi assez impressionnante du côté de City. Jérémy Doku, qui quant à lui a de la peine à s'imposer en tant que titulaire à Manchester City, mais si ça se passe bien, il arrive à trouver de la stabilité, peut devenir un ailier quand même important, je pense, et trouver sa place dans ce collectif, parce qu'il a des qualités, je trouve, qu'on retrouve chez aucun autre ailier de Manchester City. Avec la Belgique, c'est pareil, il y a un peu un trou, donc peut-être qu'il y a moyen quand même d'aller être un leader de cette nouvelle génération belge. Et je vais terminer par un buteur, Benjamin Sesko, qui pour moi est le seul buteur qui sort un peu du lot dans cette génération, parce qu'on regarde, il y a des jeunes buteurs très bons, je pense par exemple à Alexander Isaac, même Victor Gyökeres, mais ces gars-là ils ont déjà 25-26 ans. Benjamin Sesko a 21 ans. Et c'est le seul buteur qui, je trouve, a déjà une stabilité dans ses statistiques, qui score quasiment à tous les matchs. Voilà, c'est un peu la même chose, il va devoir trouver un grand club. Il est sur les tablettes d'Arsenal, par exemple. Donc ouais, fonce Benjamin, tu as toutes les qualités pour le faire, j'ai envie de dire, c'est un joueur que j'estime beaucoup personnellement. Voilà, ça conclut un peu nos mentions honorables. C'est intéressant pour Benjamin Sesko parce que c'est un peu le même argument qu'on avait pour les défenseurs centraux qui pètent souvent très tard. Pour les neufs, c'est souvent le cas aussi. Aux deux extrémités du terrain, là où ça compte. Ouais, et lui est relativement précoce pour un neuf. Ah oui. Et c'est vrai qu'il a des grosses qualités physiques et de frappe surtout. Donc ouais, Benjamin Sesko, j'accepte complètement la mention. Surperforme pas mal ses expected goals aussi. Il marque, en fait, les actions qu'il doit marquer, il les marque. Il n'est pas perfectible à la finition comme le sont beaucoup de jeunes neufs, comme pouvait l'être Nicolas Jackson par exemple. C'est le seul qui me vient dans cette tranche d'âge là. Voilà. Sesko, neuf que j'aime beaucoup, on va conclure nos mentions honorables là-dessus. Ouais, on conclut là-dessus. Les amis, on a fait ce top 10, on nous a communiqué nos mentions honorables. On espère que ça vous a plu, vidéo un peu ludique, n'hésitez pas à débattre dans les commentaires, c'est le but de ces vidéos. Est-ce qu'il y a des joueurs que vous auriez mis plus haut, plus bas, vous auriez enlevé ou ajouté de ce top 10 voilà, on espère que ça vous a plu, une vidéo un peu plus ludique. On se retrouve assez vite pour des nouvelles vidéos, comme d'habitude, on vous tiendra au courant sur Instagram. Sur ce, on vous souhaite une bonne soirée, une bonne semaine, un bon week-end, tout dépend quand sortira la vidéo. Et puis on vous dit à la prochaine, ciao les gars. Salut.